Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que sur cette chaîne YouTube, je parle beaucoup d'investissement en bourse, d'investissement passif, et en utilisant notamment les vecteurs des ETF et des trackers pour le faire de la meilleure manière possible. Et dernièrement, j'ai reçu une question à laquelle j'avais pas eu l'occasion de répondre sous une de mes vidéos YouTube, de quelqu'un qui me demandait, selon moi, quel est le nombre d'ETF à avoir éventuellement en portefeuille ou le nombre d'actions pour ceux qui font éventuellement du stock picking à avoir en portefeuille pour avoir une gestion optimale de son patrimoine sur le long terme. Et comme d'habitude, tu sais que je ne peux pas donner une réponse comme ça en te disant bah c'est sûr, c'est à partir de 5 ou de 10 ETF ou à partir de 10 actions que ce sera optimal pour tout le monde. On a tous des profils différents, on a tous des objectifs, des ambitions différentes et des compétences aussi différentes sur l'investissement. Donc mon objectif là, dans cette vidéo ne sera pas de te dire voilà, c'est à partir de tel chiffre, à partir de tel montant d'ETF, tel nombre d'ETF ou de tel nombre d'actions que ce sera optimal pour toi, mais plutôt de te présenter des méthodes, des outils ou en tout cas des réflexions sur le sujet pour que tu puisses adapter tout ça et éventuellement prendre du recul là-dessus et adapter ta méthode d'investissement pour le rapprocher au plus de tes objectifs personnels. Tu le sais, hein, mais la diversification de portefeuille, c'est l'une des règles les plus importantes en matière d'investissement. On ne va pas s'amuser à construire notre portefeuille n'importe comment, on va faire attention à la manière dont on va allouer notre capital et notre portefeuille en fonction des différentes classes d'actifs, et il y a plusieurs manières d'ailleurs de pouvoir se diversifier. On va pouvoir se diversifier avec une diversification qu'on dit interactif. On peut par exemple placer une partie de notre capital dans les crypto-monnaies, en bourse, en immobilier, dans du private equity, sur des métaux précieux, etc., etc. Et on peut également aussi se diversifier avec une diversification qu'on dit intra-actif, c'est-à-dire qu'au sein d'une même classe d'actifs, on peut placer notre portefeuille et notre capital dans différents éléments. Par exemple, en bourse, on peut décider d'investir dans des actions, dans des obligations, sur des commodities, par exemple des matières premières, etc., etc. En immobilier, on ne va pas faire de l'immobilier de la même façon. On peut faire de l'immobilier par exemple en colocation, on peut faire de l'immobilier en courte durée, on peut faire de la location nue, on peut faire de la location meublée, etc. etc. En crypto-monnaie, pareil, on peut décider d'investir et de faire simplement du buy and hold sur des grosses crypto-monnaies comme du Bitcoin, comme de l'Ether, mais on peut décider aussi de faire des masternodes, de faire du pool de liquidité, on peut décider de faire un peu plus de trading, on peut décider de faire par exemple du staking, etc., etc. Il y a plein de manières aujourd'hui d'investir et plein de façons de constituer son portefeuille, et à chaque fois, il y a des avantages, des inconvénients, et toutes ces décisions doivent rentrer dans la balance pour, in fine, avoir un portefeuille qui va être équilibré. Mais l'objectif de base et ce qui se cache derrière à chaque fois la diversification de portefeuille, c'est de réduire le risque et d'améliorer les rendements sur le long terme, tout en garantissant finalement qu'aucun actif ne représente une grande partie de notre portefeuille. La classe d'actifs la plus performante en bourse, par exemple, on le sait, c'est les actions. Et là, je t'ai mis une étude à l'écran qui a été effectuée entre 1926 et 2015. Donc quelqu'un qui a compris le fait que les actions, ce soit la classe d'actifs la plus performante, peut très bien se dire, moi je vais décider de placer 100% de mon capital sur les actions. Donc il faut comprendre que si on fait ça, en effet, sur le long terme, la plupart des études montrent que ça sera un portefeuille qui sera sans doute très performant à condition d'être suffisamment diversifié. Par contre, il faut être capable aujourd'hui de gérer son risque et notamment la volatilité de son portefeuille, parce que là, si on prend l'étude que je t'ai montrée, donc entre 1926 et 2015, si une personne avait investi 100% de son portefeuille sur le marché US et les actions américaines, sur cette période, il aurait fait en moyenne du 9,95% par an avec une volatilité de 18,88% et un ratio de Sharpe de 0,34. Sur cette même période, les obligations américaines auraient eu des performances de 5,26%, 6,43% de volatilité et un ratio de Sharpe plus faible de 0,27%. Donc le fait de coupler par exemple les actions et les obligations avec le fameux portefeuille 60-40, 60% actions, 40% obligations, on aurait eu certes des performances plus faibles que si on avait placé notre capital 100% sur les actions américaines, puisque avec le portefeuille 60-40, on aurait eu des performances de 8,54% contre près de 10% sur un portefeuille 100% sur les actions américaines. Par contre, on aurait diminué de manière importante et significative la volatilité du portefeuille, puisque là on serait à 11,78% avec un ratio de Sharpe plus important de 0,43. Et je te rappelle que dans la constitution d'un portefeuille équilibré et avec un équilibre vraiment entre le risque et le rendement, on va essayer d'avoir un ratio de Sharpe qui va être le plus élevé possible. Donc c'est bien beau de se dire tout le temps je vais avoir un portefeuille qui va être ultra performant, mais il y a toujours un équilibre à avoir entre les performances qu'on va obtenir et qu'on souhaite obtenir avec le risque qu'on est capable de prendre
en investissant dans une classe d'actifs particulière. D'ailleurs, tu as beaucoup de personnes sur Internet, quand ils vont te parler de diversification, ils vont te dire d'investir en faisant attention au secteur d'activité et en faisant par exemple un stock picking qui va être adéquat. Par exemple, ne pas investir sur 3 entreprises que tu vas détenir en portefeuille, mais d'en avoir 10, 15, 20, 30, 40. Et ça, il faut faire attention parce que toutes les études aujourd'hui montrent qu'il est préférable pour les particuliers de s'orienter plutôt vers une stratégie passive telle que celle de ETF. Plutôt que d'essayer de battre le marché en faisant du stock picking, il vaut mieux devenir tout simplement le marché et on aura des performances qui seront plus importantes et plus significatives que l'écrasante majorité des particuliers, mais également aussi des professionnels de la finance et des gestionnaires de fonds. Là, je t'ai mis un exemple à l'écran. Ici, tu regardes les US Large Growth Stock, donc les actions américaines plutôt de croissance, les grosses capitalisations de croissance américaines, sur une période supérieure à 20 ans, il n'y a que 5,5% des professionnels de la finance qui arrivent à faire mieux tout simplement que le marché. Pour le reste, justement, ça ne sera pas possible. Il y a plus de 95% des professionnels aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire mieux tout simplement que le benchmark avec de la gestion active. Là, je te mets également aussi une autre étude, l'étude Spiva, qui démontre là que sur une période de 20 ans, il y a 96,5% des professionnels de la finance qui n'arrivent pas à faire mieux tout simplement que le benchmark, donc que le marché, qu'ils essayent de surperformer avec une gestion active. Donc par exemple, essayer de surperformer le S&P 500 en faisant du stock picking, essayer de surperformer le CAC 40, un MSCI World, etc. etc. Donc attention, c'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, je suis vraiment axé et j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur la gestion passive avec l'utilisation des trackers et des ETF, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et pas uniquement pour les professionnels, pour les particuliers. Je pense que c'est clairement une option à avoir en tête et à appréhender, et d'autant plus que ça permet d'avoir un portefeuille qui va être ultra diversifié. Par exemple, pour chaque ETF, tu vas être capable de retrouver sur les sites officiels notamment ce qu'on appelle la fact sheet. Donc c'est un document sur lequel tu vas retrouver notamment la répartition sectorielle, la répartition géographique, la répartition en termes d'entreprise, etc., etc. Là, je t'ai mis l'exemple d'un ETF qui réplique les performances du S&P 500 de chez iShares, qui est un ETF là ici capitalisant, donc qui va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, contrairement à des ETF distribuants. Si pour toi la différence entre les ETF capitalisants et distribuants c'est pas encore quelque chose de clair, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans ma playlist bourse. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là et en les visionnant, tu verras que tu auras une vision un peu plus objective de la différence clairement entre les deux. Là, pour le cas de l'exemple que je te mets à l'écran, pour l'ETF de iShares qui va répliquer les performances du S&P 500, on va retrouver bien évidemment à l'intérieur des boîtes comme Apple, Microsoft, Amazon, etc., etc. Et ici, tu vois le pourcentage et le poids de ces différentes entreprises dans l'indice et in fine aussi dans l'ETF. On se rend compte que les 10 entreprises aujourd'hui les plus grosses qui sont présentes dans cet indice et finalement aussi dans cet ETF, ça a un poids d'un peu plus de 30% à l'intérieur. Donc oui, en effet, tu vas te diversifier parce que tu vas avoir des parts dans à peu près 500 entreprises à l'intérieur, mais sur les 10 premières, parce qu'il faut quand même dégager un certain rendement, tu vas avoir quand même 30% du coup de ton poids qui va être réparti sur les 10 plus grosses entreprises qui font partie aujourd'hui du S&P 500. C'est d'ailleurs l'une des problématiques où on peut même trouver des avantages et des inconvénients, mais dans la répartition par capitalisation, c'est-à-dire plus une boîte va être grosse, plus elle va être valorisée et plus elle va peser lourd dans un indice et in fine aussi dans un ETF. Donc c'est pour ça qu'il existe aussi des ETF qu'on dit équipondérés qui ont une répartition équivalente pour chacune des différentes entreprises et ça ne va pas prendre en compte la capitalisation de la boîte et la grosseur de la boîte au niveau mondial par rapport à son impact éventuellement dans un indice et in fine aussi dans un ETF. Donc tu vas retrouver sur ces fact sheets la répartition sectorielle et géographique. Donc par exemple pour le cas des ETF, pour celui du S&P 500, on voit qu'on va être à 28% sur les secteurs des technologies de l'information. On a aussi une partie sur la santé, la finance, les biens de consommation cyclique, la communication, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus simple avec un ETF d'avoir un portefeuille qui va être diversifié en termes d'entreprise, en termes de répartition du coup sectorielle et puis également aussi en termes de répartition géographique. Là, je t'ai ciblé un ETF qui est axé sur le S&P 500, donc vraiment axé sur les États-Unis. C'est pour ça que là, sur la répartition géographique, on est vraiment sur un portefeuille axé au niveau des États-Unis. Mais tu peux très bien choisir des ETF différents qui vont aller cibler plutôt le marché européen, plutôt les pays émergents, les États-Unis, les pays en voie de développement, peu importe. Tu peux vraiment cibler clairement le marché mondial, alors qu'avec le stock picking,
déjà avec les études que je t'ai montrées précédemment, il y a très peu de chances et très peu de probabilités que tu arrives à battre le marché et battre les performances d'un indice comme le S&P 500, le CAC 40 ou un simple MSCI World, mais tu as également aussi la possibilité d'avoir un portefeuille qui va être nettement plus passif et nettement plus diversifié, qui reste l'objectif de cette vidéo. Donc il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de se prendre trop la tête et qui vont décider de s'orienter plutôt vers la stratégie passive qui est celle des ETF. Et parmi l'une des approches les plus connues dans les ETF, c'est de placer une partie de notre capital ou l'intégralité auprès d'un indice très connu qui s'appelle le MSCI World. Donc là, tu vas viser les 23 pays les plus développés au monde. Tu vas avoir un peu plus de 1500 entreprises qui vont être représentées dans cet indice et donc il y a la possibilité d'avoir aujourd'hui des ETF qui vont répliquer les performances de ce MSCI World. Donc rien qu'avec ça, déjà, on va obtenir des performances importantes. En moyenne, sur les dizaines et les dizaines d'années qu'on est capable de retourner par le passé, on est capable d'avoir un portefeuille qui va faire entre 8 et 10% simplement en investissant sur un MSCI World. Oui, on est capable de faire mieux en allant peut-être prendre un peu plus de risques ou en essayant peut-être de se concentrer sur certaines poches d'actifs, mais un portefeuille déjà avec un simple MSCI World, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et rien qu'avec ça, on fait bien mieux que beaucoup de particuliers qui vont laisser leur argent se faire gérer par leur banquier ou par des soi-disant professionnels de la finance, parce que je te rappelle quand même que leur objectif à ces personnes-là, déjà c'est pour la plupart d'entre eux, c'est absolument pas des investisseurs, c'est des commerciaux, et ils ne sont pas rémunérés à la performance, ils sont rémunérés à la commission, et peu importe que tu gagnes de l'argent ou que tu en perdes, eux ils vont prendre des frais, et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Donc sois vraiment très vigilant, l'investissement passif c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est les études académiques, donc il faut vraiment te former à ce sujet-là. Donc investir sur un simple MSCI World c'est quelque chose qui fonctionne, l'un des gros inconvénients qu'on a avec ça, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui exposé notamment au marché émergent. Donc tu peux très bien décider de te constituer un autre portefeuille avec deux ETF, un qui va cibler le MSCI World et un autre qui va venir compléter en investissant sur les pays émergents, avec par exemple 20% de ton portefeuille sur les pays émergents. Et là, tu auras déjà un portefeuille qui va être bien diversifié d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue géographique, d'un point de vue également aussi de devises, parce que tu peux investir sur plusieurs devises différentes, et puis également aussi, tu vas pouvoir avoir tout un tas d'entreprises qui vont être représentatives du panier moyen que tu vas pouvoir avoir tout simplement en portefeuille. Mais si après tu veux aller encore un petit peu plus loin et te créer en fait ton propre portefeuille d'ETF qui ne soit pas uniquement axé sur le MSCI World ou uniquement sur les pays émergents, tu peux faire quelque chose de bien mieux. Et je t'ai donné pas mal de pistes de réflexion sur cette chaîne YouTube. Mais par exemple, tu peux te dire, bah voilà, moi je veux cibler notamment uniquement par exemple le marché US, et ben je vais prendre un ETF États-Unis. Donc ça pareil, on peut le retrouver sur Internet avec 40% de mon portefeuille. Je peux décider de passer 30% sur un ETF Europe pour cibler le marché européen, un autre 20% sur les pays émergents, et puis par exemple 10% sur un ETF immobilier. C'est tout à fait quelque chose de possible et que tu es capable de faire. Tu peux également décider de faire, bah voilà, moi je vais cibler par exemple les grosses capitalisations américaines et pas uniquement un ETF USA pour cibler les grosses capitalisations et les moyennes capitalisations. Peut-être que tu veux cibler uniquement sur une partie de ton portefeuille les grosses capitalisations américaines, donc en l'occurrence le S&P 500. Donc tu peux te dire, bah voilà, moi je vais placer 40% sur un ETF S&P 500, 30% sur un ETF Europe, 15% sur un ETF sur les pays émergents, 5% sur un ETF immobilier. Ensuite, vu que tu n'as pas ciblé les small caps, les petites capitalisations, bah tu vas prendre par exemple 5% pour des small caps européennes et 5% sur des small caps aux États-Unis. Et là, du coup, tu vois, tu vas avoir un panel suffisamment représentatif. Tu vois, là, quand je te donne ces exemples-là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée est vraiment ce qu'il faut que tu arrives à ressortir de tout ça, c'est que quand on parle de diversification, l'idée, c'est qu'on va essayer de cibler soit des secteurs géographiques qu'on n'aura pas pu cibler autrement, ou des activités sectorielles qu'on n'aurait pas pu cibler autrement, ou par exemple, éviter de cibler uniquement les grosses capitalisations, mais on va essayer de trouver par exemple des ETF qui vont venir compléter notre allocation en ciblant les moyennes et les petites capitalisations. On peut décider aussi d'investir dans d'autres classes d'actifs, pas uniquement sur le marché action, mais aussi le compléter avec des obligations, également des commodities, donc des matières premières, les métaux précieux, de l'immobilier coté, qu'on appelle les rates par exemple aux États-Unis, etc., etc. L'idée là, c'est d'arriver à se constituer un portefeuille qui va être suffisamment équilibré, suffisamment diversifié et éviter encore une fois les doublons. Maintenant, pour en revenir au sujet de la vidéo, le nombre optimal d'ETF et d'actions à détenir en portefeuille, ça va vraiment dépendre de plusieurs paramètres.
mettre, ça va dépendre de ton profil d'investisseur, ça va dépendre de tes objectifs, ça va dépendre de tes connaissances, de ta situation financière, de ton horizon d'investissement, de la manière dont tu veux gérer aussi ton portefeuille, si tu es plutôt axé sur de la gestion active, de la gestion passive, etc. etc. Et il n'y a pas une manière d'investir, il y a plein de manières différentes de le faire, et tu peux très bien avoir du succès et obtenir des résultats significatifs si tu choisis une méthode qui va te correspondre et qui répond à l'ensemble des critères que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Là à l'écran par exemple, je t'ai mis le cas de deux personnes que tu connais sans doute, hein. À gauche on va retrouver Warren Buffett et à droite on va retrouver Ray Dalio, qui sont tous les deux des multimilliardaires et ils vont avoir des portefeuilles qui sont totalement différents. Par exemple Warren Buffett, donc lui quand on parle de diversification, il y a beaucoup de gens qui vont te dire pour se diversifier c'est avoir 80, 90, 100 entreprises en portefeuille ou uniquement de faire de l'investissement indiciel en utilisant les ETF. Mais tu vois que par exemple Warren Buffett, lui, il a par exemple 51% de son portefeuille, 51% de son portefeuille rien que sur Apple. Est-ce que tu considères que c'est diversifié ou pas? Je te laisse juger, mais en tout cas c'est quelqu'un aujourd'hui qui a gagné quand même énormément d'argent en bourse, donc a priori c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Il a également une autre boîte, donc Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron. Il a également aussi Moody's, HP et puis d'autres entreprises qu'il peut avoir en portefeuille. Mais tu vois, il n'a pas non plus 10 000 titres qu'il peut avoir dans son portefeuille. Également, pareil, si tu prends Ray Dalio, donc lui, il va avoir également de la gestion indicielle, ce que ne fait absolument pas Warren Buffett. Warren Buffett, c'est vraiment le père avec Benjamin Graham, qui était son mentor du stock picking et de l'analyse fondamentale. Ray Dalio, lui, c'est celui qui a développé notamment le permanent portfolio et qui a poussé vraiment les particuliers avec également John Bogle avec les fonds Vanguard d'utiliser les ETF et l'investissement indiciel pour investir en bourse. Et lui, c'est en partie ce qu'il fait aussi. Tu vois, il a un ETF de chez iShares pour le S&P 500 pour presque 1 milliard de dollars. Il en a un autre sur les marchés émergents. Après, il a investi dans d'autres entreprises qui versent des dividendes comme Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Là, il en a un autre sur le S&P 500. Il a McDonald's, il a Walmart. Donc, il a fait également aussi un peu de stock picking. Il reçoit des dividendes réguliers avec des boîtes qu'on appelle aussi des aristocrates dividendes, puisque c'est des boîtes qui versent des dividendes et qui augmentent leur part de dividendes chaque année depuis des dizaines et des dizaines d'années, sans interrompre à chaque fois le versement de leurs dividendes. Mais tu vois quand même que la gestion de portefeuille, que ce soit de Ray Dalio et de Warren Buffett, les deux sont différents, et pour autant, c'est des personnes qui sont multimilliardaires, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Ces deux exemples que je viens de te présenter, ça a simplement pour objectif de te montrer que quand on parle de diversification et d'allocation d'actifs, ça peut prendre plusieurs manières et plusieurs facettes différentes. Une diversification suffisante pour une personne ne sera pas suffisamment diversifiée pour une autre. Et c'est pour ça qu'on a tous des profils différents, on a tous des objectifs différents et des connaissances différentes. Donc il faut arriver un petit peu à faire la part des choses et te rendre compte que c'est pas parce que tu vas t'orienter plutôt vers une approche plutôt qu'une autre que ça sera forcément moins bien. À condition de contrôler vraiment ce que tu fais, de maîtriser ce que tu fais, tu peux très bien t'en sortir mieux que quelqu'un qui lui va essayer de calquer par exemple ce que fait tout bêtement Warren Buffett ou ce que fait tout bêtement Ray Dalio, parce que c'est des personnes qui sont quand même très spécifiques et tout le monde n'est pas Warren Buffett, tout le monde n'est pas Ray Dalio. Toi tu es toi, et donc il faut que tu arrives à trouver ce qui fonctionne et ce qui marche tout simplement pour toi. Ronald Reed, c'est pareil, c'est quelqu'un que je t'avais présenté son histoire sur une de mes vidéos YouTube que tu peux retrouver dans la playlist bourse si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et Ronald Reed, par exemple, c'est quelqu'un qui est mort à 92 ans avec une fortune de plus de 8 millions de dollars alors qu'il a eu toute sa vie un salaire très modeste. C'est quelqu'un au départ qui a été pompiste, qui a fait également aussi des tout petits jobs. Il a été concierge également aussi, et toute sa vie il a travaillé, il n'a jamais pu vraiment profiter de son argent, mais voilà, il a réussi à développer un capital et un patrimoine de plus de 8 millions de dollars, alors qu'a priori, extérieurement, c'était quelqu'un qui n'avait absolument pas le train de vie d'un multimillionnaire. Et quand on analyse en fait son portefeuille, on se rend compte que lui, dans sa diversification, c'était quelqu'un qui avait typiquement 95 actions dans son portefeuille, donc lui il faisait du stock picking dans différents secteurs, dans différentes industries, qui étaient plutôt axés sur la stratégie à dividendes, et on retrouvait des boîtes comme Wells Fargo, Procter & Gamble, Colgate, American Express, Johnson & Johnson, etc., enfin United Technologies, etc., etc. C'est que des boîtes qui versent des dividendes, qui en plus de ça ont augmenté leurs dividendes d'année en année, qui fait partie à la fois des portefeuilles qu'on retrouve chez Warren Buffett, mais également aussi chez Ray Dalio. Mais tu vois que pour toutes ces personnes-là, c'est à chaque fois des portefeuilles qui ont très très bien fonctionné. Il y en a par exemple pour Ray Dalio qui va faire une partie de l'investissement indiciel, Warren Buffett qui va pas en faire du tout, pareil pour Ronald Reed qui en a pas fait du tout, et pour autant c'est quelque chose qui a très bien
bien fonctionner. Il y a des versements de dividendes, il y en a qui vont faire plutôt une approche par capitalisation, les deux fonctionnent très bien, à chaque fois tu as des avantages, des inconvénients, et à toi de voir maintenant l'équilibre que tu as envie d'avoir de ton côté. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va avoir d'actions en portefeuille, plus on va être capable de limiter notre risque et également aussi limiter la volatilité globale de notre portefeuille, parce que on va disséminer un petit peu notre pouvoir d'investissement dans différentes classes d'actifs et dans différentes actions, parce que là en l'occurrence on parle plutôt de la stratégie du stock picking, donc de sélectionner véritablement des entreprises par rapport à leurs fondamentaux. Donc si tu as 3 actions en portefeuille, tu vas avoir une volatilité beaucoup plus importante à la fois à la hausse et à la baisse, parce que si tu en as une qui ne fonctionne pas et que tu investis un tiers à chaque fois dans chacune de ces 3 entreprises, si tu en as une qui va pas, ça peut avoir un impact quand même important et significatif sur la volatilité de ton portefeuille et également aussi sur les performances long terme de ton portefeuille. Donc ce que montre cette image, c'est que plus on va avoir d'actions en portefeuille, plus on va être capable de limiter la volatilité et l'impact que va avoir une action sur la volatilité globale et sur la performance globale de notre portefeuille, et plus on va être capable sur le très long terme de prévoir et de prédire une certaine performance sur la qualité et le développement tout simplement de notre patrimoine sur le long terme. Il y a également d'autres études qui démontrent que plus on va avoir d'actions en portefeuille, plus on va être capable du coup de diminuer le risque et la volatilité de notre portefeuille avec un optimal à un moment donné à peu près entre 28 et 30 actions. C'est sûr que 28-30 actions, si tu fais du stock picking, si tu fais une veille active de ton portefeuille, que tu analyses fondamentalement les boîtes, ça demande quand même un certain temps. Et après, en avoir beaucoup trop en portefeuille, ça peut devenir aussi contre-productif. Si tu fais comme Ronald Reed qui avait 95 actions en portefeuille, il faut quand même avoir des connaissances solides là-dessus, de faire attention à ce qu'on fait. Et puis il faut avoir aussi le temps d'analyser fondamentalement les 95 entreprises en portefeuille. Donc il y a pas mal d'études aujourd'hui qui démontrent par exemple que d'avoir une trentaine d'actions en portefeuille, si on est amené à faire du stock picking, c'est le meilleur équilibre à avoir entre le risque qu'on est amené à prendre en faisant du stock picking et puis éventuellement la gestion et la veille active de notre portefeuille. Après, tu peux très bien décider, quand tu fais une diversification, de te dire, voilà, moi, le gros socle solide de mon portefeuille, ça va être par exemple vers de la veille active, vers de la veille passive, avec de l'investissement passif en utilisant les trackers et les ETF. Tu peux te dire, voilà, moi, 80% de mon portefeuille et le socle solide, ça va être dans la gestion passive, avec l'investissement dans les ETF, avec 5, 6, 7 ETF différents, par exemple, ou même un seul et unique ETF, peu importe ce que tu vas décider de faire. Et puis après, le reste, de faire, si tu as vraiment envie de faire du stock picking, en investissant dans des entreprises à dividendes qui augmentent leur part de dividendes d'année en année, d'avoir par exemple 20%, 10%, 30% de ton portefeuille dans certaines entreprises, par exemple dans 5 à 10 entreprises qui vont te verser régulièrement des dividendes. C'est en partie ce qu'a fait aussi Ray Dalio. Il a une partie de son portefeuille dans de la gestion passive avec du S&P 500 et dans tout un tas d'autres ETF, et il fait également aussi une partie de l'investissement dans des entreprises à dividendes qui augmentent à chaque fois leur part de dividendes d'année en année pour les investisseurs, et ça peut te permettre aussi d'avoir un portefeuille qui va être beaucoup plus résilient, parce que si tu fais une approche uniquement capitalisante, tu vas quand même subir énormément les aléas de marché. C'est-à-dire que quand tu es dans un portefeuille, dans un marché, dans une dynamique plutôt baissière, avec un portefeuille capitalisant, tu vas avoir un portefeuille qui va subir en fait les aléas de marché. Dans un marché qui va latéraliser, qui ne va pas être ni à la hausse ni à la baisse, tu ne vas pas dégager forcément de performance. Par contre, quand on est dans un marché qui va être en tendance haussière, dans un portefeuille capitalisant, en général, ça fonctionne très très bien. Mais en le couplant avec une stratégie aussi à dividende, ça va te permettre de dégager un rendement, peu importe les conditions de marché. Qu'on soit à la hausse, en tendance neutre ou même en tendance baissière, en fait, dans une approche capitalisante où tu vas quand même subir ces aléas de marché, en le complétant avec une approche à dividende, tu arriveras à dégager un certain rendement avec tes entreprises à dividende, que ce soit en tendance baissière ou également aussi en tendance neutre. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Avant de se quitter, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, tu auras la possibilité de télécharger le listing de l'ensemble des meilleurs ETF à la fois sur PEA et sur compte titre. C'est un travail que j'ai déjà effectué pour toi, parce que je me suis rendu compte avec le temps que malheureusement ça demandait énormément de temps, surtout pour pas mal de débutants qui ne savaient pas trop rechercher les infos pour sélectionner en tout cas les meilleurs ETF. Donc j'ai essayé de te faire gagner un maximum de temps là-dessus. Donc tu retrouveras les meilleurs ETF sur PEA, les meilleurs ETF sur compte titre. Je t'ai même fait une section bonus avec les ETF Smart Beta, etc. etc. Donc n'hésite pas à le télécharger, le lien est dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.